Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième soirée de notre congrès Spot Pharma pour sa cinquième édition. Et nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui est dans l'ADN de la SFSPO et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Nous allons parler de la médication officinale, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, avec deux expérimentations. Une qui a été menée par la SFSPO en partenariat avec deux URPS, et on va bien vous expliquer comment tout ça s'est déroulé. Et puis on vous présentera un projet qui est le projet O6, Orientation dans le système de soins, pour vous montrer qu'un certain nombre de choses peuvent être réalisées dans le cadre du premier recours. Alors, le conseil à l'officine et le traitement de la pathologie courante sont des actes majeurs dans le métier de pharmacien. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas puisqu'il ne se prive pas de nous consulter, ceci étant facilité par notre proximité et notre disponibilité. Spécialiste du médicament, tout le monde le sait, bien évidemment, le pharmacien d'officine s'affirme aujourd'hui comme un praticien du tout premier recours, capable de répondre à de multiples demandes par un conseil thérapeutique adapté, autrement dit, une médication officinale. Et cette médication officinale peut être pour certains la porte d'entrée dans le système de santé. Cela nécessite donc un certain nombre de choses. Donc, slide suivante, Marie-Hélène, s'il te plaît. Et notamment la connaissance, alors un accès rapide, ça ce sont les avantages, je l'ai dit, la disponibilité, un accès rapide sans contrainte à un professionnel de santé qui est présent 7 jours sur 7. Cela permet également d'éviter des consultations médicales inutiles, voire un recours aux urgences intempestif et qui n'a pas forcément de sens. En revanche, cela nécessite un certain nombre de choses. Tout d'abord, la connaissance pharmacologique des produits dispensés doit être parfaite. Cette médication officinale doit être limitée quand même dans la durée et l'objectif, c'est de déceler d'éventuels risques de gravité. Donc, le conseil a ses limites à ne pas franchir. Donc là, on comprend bien que tout ça est important et que fort de cette conception de la médication officinale, la SFSPO a porté très rapidement plusieurs projets dont les objectifs étaient toujours d'aider les équipes officinales dans cet accompagnement particulier où finalement on se rend compte que l'usage du produit utilisé est tout aussi important que le produit lui-même. Donc, bien connaître les pathologies, savoir poser les bonnes questions, connaître parfaitement les traitements à proposer et les conseils à donner, bien expliquer le traitement à son patient pour être le plus efficient, le plus efficace possible en termes d'observance et d'adhésion, et éventuellement réaliser le suivi du patient. Alors, pour cela, nous avons travaillé sur un outil que nous avons appelé un arbre de conseil et d'orientation. Volontairement, nous n'avons pas utilisé le terme d'arbre décisionnel parce que lorsqu'on utilise un arbre décisionnel, on arrive à la fin de l'arbre et on a la réponse à la conduite à tenir. Or, nous avons estimé que les pharmaciens et les équipes officinales, en leur donnant des aides, et on va voir ensuite comment cet arbre est construit, cet arbre d'orientation, en leur donnant des aides, eh bien, ils peuvent eux-mêmes prendre la décision de proposer tel ou tel médicament ou bien de réorienter. Donc, le premier sujet sur lequel nous avons travaillé, slide suivante, a été les décisions pharmaceutiques officinales qui concernaient les maux de tête chez l'adulte. Alors, cette slide peut faire peur, mais en fait, elle est très simple. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la première chose que nous avions demandé lors de cette expérimentation, c'est que lorsque la demande concernait la personne elle-même, le pharmacien ou l'autre, la personne qui prenait en charge le patient, et le réflexe de demander systématiquement la carte vitale du patient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été itératif dans les conseils qu'on a demandé d'utilisation de cette recommandation. Et puis, vous voyez un certain nombre de petits drapeaux rouges, les red flags. Là aussi,
il nous a semblé fondamental de pouvoir mettre des alertes de telle sorte que les clignotants rouges s'allument lorsque on répondait à telle ou telle question. Et à ce moment-là, ça nécessitait de réorienter les gens vers un autre professionnel de santé. Ce travail a été réalisé grâce à la constitution d'un groupe de réflexion pluridisciplinaire. Donc, vous avez sur la diapositive la composition. Faisait partie de ce groupe de travail un représentant du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, un représentant de Réagir, qui est un syndicat de jeunes médecins généralistes remplaçants, un représentant de la SFETD, la Société française d'études et de traitement de la douleur, un représentant de l'ANEF, donc les étudiants en pharmacie, Martine Costédoat, qu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir et qui est la directrice générale de Pharmasystème Qualité, et puis des patients qui étaient représentés notamment par la FLAR, qui est une association de patients donc impliqués dans des pathologies chroniques. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel tout cela a été réalisé. Slide suivante. Voilà, donc là, c'est la fin de cette décision en pratique officinale qui permet d'aboutir aux pharmaciens à une prise de décision. Slide suivante. Voilà. Alors, une fois qu'on a eu réalisé cet arbre conseil, la deuxième étape a été de se dire, eh bien, comment est-ce qu'on peut rendre cela un petit peu plus facile d'utilisation au comptoir. Et c'est là qu'on a eu la chance d'avoir un partenariat industriel et le soutien des laboratoires Sanofi qui ont mis tout en œuvre pour digitaliser cet outil et permettre donc une utilisation a priori plus simple pour les équipes. Mais là encore, on verra dans la soirée, on aura des retours d'expérience. Donc, pour pouvoir vous parler de tout ça, je vais passer la parole d'abord à Asma Cherkaoui. Merci Asma d'être avec nous ce soir. Asma Cherkaoui est responsable des affaires publiques chez Sanofi. Et puis ensuite, on interviewera les expérimentateurs via Grégory Temprement, donc président de l'URPS Hauts-de-France, et François Martial, vice-président des URPS Nouvelle-Aquitaine. Asma, je vais te passer tout de suite la parole pour que tu nous dises finalement pourquoi Sanofi s'est engagé dans ce projet de digitalisation de cette recommandation et quels ont été les écueils ou les difficultés ou les complexités qui ont été rencontrées. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et d'avoir été invitée justement pour parler de cette superbe expérimentation et du comment elle a pu se mettre en œuvre. Alors, au-delà du fait que Sanofi, il était évident qu'on s'engage et qu'on réponde à la demande de la SFSPO, parce que on est aujourd'hui dans la douleur, on est finalement engagé depuis plus de 50 ans, donc déjà un projet sur la douleur est quelque chose qui nous tenait à cœur. Qu'ensuite, quand on fait le point et qu'on voit que la douleur et les demandes de traitement de palier 1 sont des demandes quotidiennes à l'officine, qu'une équipe officinale, bien évidemment, a besoin d'outils qui soient simples, pratiques d'utilisation pour pouvoir détecter rapidement ces patients dans des situations à risque pour pouvoir mieux les réorienter le cas échéant. Ça nous semblait évident déjà qu'il fallait qu'on s'y engage puisque c'est quelque chose du quotidien et c'est quelque chose qui avait été peu exploré, on va dire, jusque-là. Le premier recours, à notre sens, puisqu'on travaille aussi, on a d'autres sujets dans le premier recours, mais dans la douleur, en fait, on sait qu'il doit être facilité. On a par le passé, en fait, une expérience avec la codéine, avec la remise derrière le comptoir des paracétamol. On a une expérience qui nous dit que finalement, c'est un domaine qui est assez sourd, muet, aveugle pour les autorités et qui a besoin, en fait, de le faciliter, ce parcours, parce qu'il y a toute cette phase, comme vous le disiez avant, d'investigation, d'orientation et de mise sous traitement, d'accompagnement du bon usage, qui est
finalement pas simple à l'officine et pour l'équipe officinale, parce qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels ils accompagnent. Donc il y avait vraiment ce besoin, et vous nous l'aviez exprimé, ce besoin d'une harmonisation en fait des bonnes pratiques auxquelles vous répondez déjà par une recommandation, mais comment nous on peut s'investir pour pouvoir la rendre plus pratique d'utilisation au quotidien et pas finalement faire des entretiens qui durent 10 fois plus longtemps pour pouvoir être dans les normes de bon usage et de bon accompagnement. Donc, l'évidence était qu'on accompagne cette digitalisation pour rendre cette recommandation plus accessible, comme vous l'avez dit, Béatrice, plus accessible, plus opérationnelle au quotidien pour l'équipe officinale. Et puis, on avait également, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, on avait la volonté, quelque part, de valoriser un peu plus ce premier recours. Qui finalement est pratiqué par les patients au quotidien, quel que soit leur profil, qui est accompagné également au quotidien par les équipes officinales et qui est complètement sourd, muet et aveugle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque les autorités, à partir du moment où elles n'avaient pas la carte vitale, ne peuvent pas voir en fait ce qui est fait. Donc, ce projet était vraiment, on s'est dit, innovant, suffisamment innovant pour qu'on mette tous les moyens pour accompagner. Et finalement, pour montrer et véritablement tracer l'intervention de l'équipe officinale dans ce premier recours, et avec des vrais data de vie réelle qu'on aurait pu et qu'on peut, et qu'on demain on fera, portera au niveau des autorités pour montrer à quel point l'équipe officinale est clé dans ce premier recours et que c'est finalement ça le levier pour pouvoir sécuriser le premier recours. Donc voilà pour la première question, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Quant à la deuxième question, des complexités ou qu'est-ce que ça a nécessité, c'est assez large. Je vais pas m'étendre, mais je vais dire deux choses. Déjà, il faut comprendre que digitaliser une recommandation, c'est pas comme traduire un texte du français à l'anglais. C'est bien plus complexe en fait. On a l'impression que c'est simple, mais c'est bien plus complexe parce qu'il faut vraiment penser à la digitalisation au moment de la recommandation. Donc l'ASFSPO avec le board a intégré quelque part cette digitalisation parce que quand on met à disposition d'une équipe officinale un algorithme, il faut qu'on ait pensé en amont à toutes les situations qui sont rencontrées en vie réelle à l'officine. Donc toutes les questions qu'il faut poser, toutes les réponses qui pourraient être apportées par les patients et donc toutes les situations et jusqu'au moment où il choisira l'orientation du patient et au conseil. Donc on s'est appuyé sur des techniques de design thinking en fait pour pouvoir un peu cadrer et puis penser assez large. Il y a trois principes dans ce design thinking, c'est comment on voit loin et large, deuxième point, comment on change de perspective, c'est-à-dire qu'on sort du service, du produit ou du traitement et de la fonctionnalité, mais comment on va penser plutôt personne et parcours. Et puis enfin, comment on pense à l'utilisateur final, donc en vie réelle. Donc comment lui donner l'envie, la désirabilité, lui donner l'envie d'utiliser quelque chose qui soit du coup assez simple pour lui. Et puis après, la deuxième, on va dire, difficulté qui n'est pas des moindres, c'est comment on structure l'algorithme lui-même et comment on va aller derrière valider cet algorithme qui doit passer des tests, qui doit passer des tests qualité, bien évidemment, qui doit passer des validations réglementaires, qu'elles soient françaises ou européennes. Et je dois avouer qu'en fait, dans la santé, c'est un peu plus lourd et c'est tant mieux, c'est un peu plus lourd que dans les autres domaines, puisque bien évidemment, l'issue et le pronostic pour le patient ou l'orientation pour le patient est importante et clé. J'attire aussi l'attention sur le fait que c'est quelque chose qui a été vivant, c'est-à-dire que ça a duré 4 mois. C'est pour ça que c'est bien plus difficile qu'une simple traduction comme en anglais-français. Ça dure 4 mois parce qu'on est dans un processus de test and learn. Donc, il y a 15 officines qui nous ont accompagnés régulièrement et chaque page, chaque étape en fait dans la traduction a été testée. Les pharmaciens par donc ces officines qui nous ont remonté les problématiques ou des choses qui étaient peu faciles d'utilisation pour qu'on puisse s'adapter avec la validation de la SFSPO et qu'on puisse valider qu'effectivement soit on était bien dans une problématique qu'il fallait craquer, soit dans une question à laquelle il fallait répondre pour le professionnel de santé. Et puis enfin, c'était comment on accompagne ce changement d'usage, puisque c'est quand même la première fois dans le premier recours qu'on a un algorithme qui est utilisé, et donc comment on accompagne le changement. Et ça, c'est plus dans la partie formation qu'on a accompagné par rapport à un algorithme qui était issu et qui était né. Et puis voilà, puis après je passe bien évidemment le financement qui n'est pas anodin et aujourd'hui qui peut peut-être dissuader certaines industries, mais je pense qu'on est là dans notre rôle et qu'il faut absolument accompagner ce
type d'expérimentation, puisque c'est ça qui va faire que ce premier recours, on va le sécuriser et puis on va donner envie un peu de l'étendre et de donner à l'équipe officinale un peu plus de moyens en termes de médicaments, de pouvoir bien le prendre en charge. Voilà pour les Merci deux questions. beaucoup. Merci Asma pour tout cet éclairage sur votre accompagnement. Moi, j'ai noté deux mots importants, hein, effectivement, tracer. Et je crois que ça, il faut vraiment qu'on l'ait en tête parce que c'est aussi souvent quand on interviewe les patients, les usagers, le reproche qui nous est un petit peu fait. Hein, il n'y a pas de trace écrite et il n'y a pas de trace tout court. Donc, tracer. Sécuriser le parcours, ça je crois que c'est quelque chose, c'est ancré maintenant dans les têtes et il faut vraiment y aller. Et puis pour pousser le bouchon un peu loin, je dirais que là-dessus, si on ne déroge pas et si on ne lâche pas cette affaire-là, eh bien je pense que c'est aussi un moyen de contrecarrer les attaques itératives de la grande surface. Alors ça, c'est effectivement sur le papier, mais à un moment donné, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Et là, je vais me tourner tout de suite vers Grégory, parce que je pense que François Martial n'est pas forcément connecté. Donc, Grégory. Si, François est connecté. Donc, je vais ça y est, j'ai réussi à me... Super, bonsoir. Donc, je vais m'adresser à tous les deux puisque vous avez eu vraiment la gentillesse de nous accompagner sur ce projet-là. Et c'est vous, finalement, qui avez, comme je dis, mis les mains dans le cambouis. Et on a hâte vraiment de découvrir les résultats de cette expérimentation et puis de pouvoir ensuite discuter un petit peu de ce qui a paru simple, compliqué. Juste petite précision peut-être pour rappeler qu'avant de se lancer, les équipes ont reçu une formation et ensuite avaient le go pour pouvoir démarrer l'expérimentation. Donc, écoutez, je vous laisse la parole. François et Grégory, c'est à vous de jouer. Allez, je commence et je laisserai la parole après à François. On va animer ça en duo. Donc, merci d'abord pour ce congrès et pour cette invitation. Merci Béatrice. Et je tiens à saluer l'engagement de la STFSPO pour améliorer en fait les pratiques officinales. C'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec vous et avec tous les partenaires. Donc, on a bien vu hein, le cheminement. D'abord, donc un arbre décisionnel qui a été donc travaillé avec les sociétés savantes. La deuxième partie de digitalisation et arrive en effet maintenant la phase où il faut éprouver en fait ce logigramme et quoi de mieux que les URPS qui sont des creusets d'expérimentation dans chaque région et pour justement éprouver. Donc merci de nous avoir proposé ce projet. Nous, ça a eu de l'écho en fait chez nous puisqu'on était très intéressés et on avait développé en fait des actions dans le cadre du bon usage du médicament en lien avec l'Agence régionale de santé. Donc, ce qui fait que nous avons pu avoir aussi des financements pour rémunérer en fait les pharmaciens dans le cadre de cette expérimentation-là. Et c'est quelque chose qui est assez novateur aussi par l'ARS sur les fonds qu'on appelle FIR, fonds d'intervention régionale. Ça veut dire qu'on a l'ARS Hauts-de-France et qui nous a fait confiance en fait et justement pour éprouver ce logigramme dans le cadre du plan régional de santé sur la partie bon usage du médicament. Alors je ferai la première slide et puis je laisse François faire la deuxième à ce moment-là. Donc l'expérimentation donc c'était donc d'aider en fait de façon concrète l'orientation et la prise en charge au comptoir de la céphalée à l'officine. Donc concrètement, un patient se présente à l'officine, il est accueilli par quelqu'un de notre équipe officinale, qui peut être un pharmacien ou un préparateur. L'objectif était donc d'harmoniser en fait les pratiques officinales, que quelle que soit la personne à qui s'adresse le patient, il puisse avoir la même qualité de conseil, qu'on puisse la tracer et qui sécurise aussi nos pratiques pour être sûr de ne pas passer à côté d'un événement grave qui n'aurait nécessité en fait une réorientation. Donc, vous voyez, il y a aussi cette étape-là et ce qui a permis aussi d'entraîner en fait l'équipe là-dessus parce que du coup, c'était à la fois pour ça les rassurait et ça les sécurisait en fait dans leurs conseils. Et en effet, l'objectif aussi, c'était de montrer la prise en charge et ce que l'on fait finalement peut-être sans le dire en fait finalement, puisque souvent moi qui suis dans une pharmacie de semi-rurale en fait avec des clients habitués, c'est vrai que des patients habitués pardon, forcément on connaît les pathologies ou des choses comme ça, mais à un moment donné le fait qu'on peut avoir un patient qui est de passage et qui se plaint en fait de céphalée et qui permet en fait d'harmoniser en fait les pratiques et de les formaliser, ça c'est quelque chose qui est important. Et ce qui est important aussi, c'était quelque chose
chose qui était au comptoir en informatique et qui ne nécessitait pas d'aller dans le local de confidentialité comme d'autres choses, comme les entretiens pharmaceutiques ou les bilans partagés de médication. Donc, on était vraiment sur un accompagnement au comptoir et donc vraiment dans une phase en fait pour éprouver en fait ce logigramme. Oui, bonjour, donc François, depuis la Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, bon, je vous remercie de pouvoir participer à ce congrès de la FSPO et de nous avoir donné la possibilité en Nouvelle-Aquitaine de travailler sur ce logigramme, sur cette problématique qui semble évidente du patient qui arrive, qui dit « j'ai mal à la tête », c'est vraiment plus que courant. Et on s'est aperçu que la profession, que ce soit donc dans le Nord ou dans le Sud, et nous avons travaillé ensemble avec l'URPS Hauts-de-France, puisque nous sommes un des terreaux d'expérience, les URPS, de voir ce que pouvait donner une harmonisation au niveau de l'officine après une formation et de façon à pouvoir apporter une réponse qui soit basée sur des connaissances scientifiques en oubliant tout ce qui pourrait nous distraire, en nous concentrant sur l'essentiel et donc y compris les risques, puisque, et vous allez le voir, on a un certain nombre de demandes, toutes simples, j'ai mal à la tête, qui se sont retournées vers un renvoi vers le médecin. Puisque donc cette expérimentation, pour pouvoir la lancer, elle s'est déroulée, elle avait été préparée en 2019, de début 2020, et elle s'est déroulée au moment de la crise Covid, en juin 2020, pour 6 mois. C'est vrai qu'il y a eu quand même un certain nombre de perturbations liées à cette pandémie dans les pharmacies qui n'ont pas pu, pour certaines, terminer la formation, puisque nous avions un nombre plus important de pharmacies inscrites à la formation et que nous voulions que la pharmacie suive sa formation pour pouvoir après se servir de l'arbre, non pas décisionnaire, mais de l'arbre conseil digitalisé qui permettait de standardiser. Donc, un certain nombre d'entretiens ont été réalisés, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France, par les équipes, et là-dessus j'insiste, c'est vraiment l'équipe au comptoir. Et la sécurité pour le pharmacien, c'est que derrière le conseil qui va être donné par un des membres de son équipe, il sait que ça a été réfléchi, il y a eu un dialogue, il y a eu un suivi, il y a eu une progression, il y a eu, ce que disait Béatrice, une traçabilité, et ça c'est très important. Donc, voilà, 435 en entretien, avec une majorité de patients qui ont déclaré avoir l'habitude de s'auto-médiquer et qui avaient des douleurs légères à modérées. On laisse Grégory ou Asma vous présenter la suite, peut-être. C'est à Grégory. Allez, donc sur la suite, donc vous avez vu, hein, donc on va passer à la slide suivante. Donc les demandes, en fait, c'était donc pour calmer une céphalée à 70%, c'est des personnes qui se présentaient à l'officine qui voulaient calmer un mal de tête au moment où ils étaient présents dans l'officine. Voilà, ils avaient une demande pressante. Et 86% avaient déjà une douleur avaient déjà eu cette douleur en fait similaire. On va passer à la slide suivante. C'est ça qui était je pense bon là c'est les chiffres, hein, on voit que quand même il y a pas mal, l'expérimentation a été bien menée en fait dans les deux régions avec une prise en charge à l'officine avec les 3 molécules. On voit bien le paracétamol, l'ibuprofène et l'aspirine avec un renvoi en fait en urgence pour un avis médical dans 17% des cas. Alors, je mettrai ça aussi, peut-être, ça ne correspond pas forcément à nos pratiques, mais le fait que peut-être qu'il y a eu un biais, c'est qu'en fait, nos équipes se sont saisies en fait, du logigramme là où il y avait peut-être une difficulté. Donc, peut-être que ce chiffre de 17% est un peu plus important que ce qu'on pourrait observer tous les jours dans nos officines. Et le rappel, et l'envoi au médecin traitant. Donc ça, on est dans les chiffres, mais ce qui est important, je pense, c'est le ressenti en fait de l'équipe officinale et le ressenti patient par rapport
par rapport à ça. Mmh. Alors, sur la satisfaction du pharmacien, donc on voit vraiment que l'outil a été plébiscité, hein, parce qu'on a quand même 29%, enfin, et presque 30% de très satisfaits et 70% de satisfaits. Donc voilà, on voit bien que cet outil a vraiment été apprécié en fait par les équipes officinales, et à 93%, les équipes ont indiqué que ça avait amélioré la prise en charge en fait du patient. Donc voilà, cet outil était vraiment utile. Et alors, les principaux résultats, 91% trouvent l'outil utile pour eux. Voilà, c'est ça. Le sentiment à la fois de nos pharmaciens, nos préparateurs, c'est que cet outil en fait, a été utile en fait, pour eux, mais aussi dans l'intérêt du patient. Et on retrouve ça en fait, dans les chiffres aussi patients, parce que c'est intéressant d'avoir le retour patient par rapport à ça. Et donc, les patients… alors attendez, je n'ai pas le même ordre de slide, alors du coup je me reprends un peu, désolé. Donc à l'unanimité, oui, par rapport au logigramme, en fait les préconisations en fait, qui étaient faites ont été appliquées, et dans 65% des cas, ça a modifié en fait la prise en charge des patients. Tout à fait. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus, Grégory, et tu l'as dit, peut-être qu'effectivement le suivi de ce logigramme a pu insister, mais on a quand même 17% des cas que l'on a pu renvoyer chez le médecin pour un approfondissement de la prise en charge, hein, ou une meilleure orientation. Et ça, c'est corroboré avec les 65% de cas dans lesquels on a pu modifier la prise en charge en suivant ce logigramme. Et en synthèse, quand même, pour les pharmaciens, c'est très important de le dire, c'est que 100% des pharmaciens sont satisfaits. Alors, on le voit, là, 93% considèrent que l'outil a amélioré la prise en charge du patient, et plus de 90%, c'est presque des scores de République bananière, répondent, trouvent l'outil utile, mais aussi bien pour eux que pour leurs patients et pour leurs équipes. Grégory, à toi, si tu voulais rajouter, je crois, quelque chose, sachant que les patients ont été très fortement satisfaits de l'accompagnement, de la prise en compte par le pharmacien d'une simple demande qu'ils croyaient être très banale. J'ai une migraine, j'ai une céphalée, et de découvrir qu'il y avait un certain nombre de questions derrière qui pouvaient… Donc, les patients ont été très satisfaits, 98% des patients satisfaits de cet accompagnement. Parce qu'effectivement, ça a pu les sécuriser et vraiment remettre à la place le rôle du pharmacien dans le premier recours. Et quelle que soit la région, hein, que ce soit des gens chez les Ch'tis ou chez les Basques. Voilà pour les résultats. Alors, merci pour cette présentation. On peut peut-être quand même échanger un petit peu, parce que y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué et qui peut quand même être intéressant, parce que c'est souvent quelque chose qui nous revient en termes de temps passé. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça avait augmenté le temps que vous passiez avec la personne qui venait pour cette demande à l'officine? Et est-ce que du coup, ça a un peu fait bouchon, on va dire, dans l'officine ou pas? Je vais répondre, hein. Donc, nous, comment ça a fonctionné en fait, hein, sur dans notre informatique en fait, hein, sur le navigateur internet. En fait, on avait mis un petit lien comme on a sur d'autres sites, hein, dans notre pratique en fait quotidienne. Et quand le patient en fait se présentait, on cliquait en fait sur ce lien internet et on déroulait le logigramme avec les questions, ce qui fait que c'était très rapide au comptoir, et vraiment, il n'y avait pas eu de souci par rapport au temps passé, vraiment pas. Donc, je rejoins tout à fait Grégory. Alors oui, pour le client qui a laissé la voiture avec les clés sur le contact et qui voulait une boîte de paracétamol, mais à part ça, et qui voulait presque un distributeur, le client, quand il vient en pharmacie, non, ça n'a pas tellement retardé, et au contraire, ça l'a sécurisé, ce qui est le but, parce que ce n'est pas un bonbon, et notre rôle en tant que pharmacien
est quand même important. Et comme tu le disais, Béatrice, c'est ce qui nous distingue de la distribution. Nous sommes là pour dispenser un médicament et non pas distribuer. Autre question, puisqu'on a parlé quand même d'un outil et que c'est vrai que les outils, il en existe un certain nombre. La difficulté, c'est toujours de s'approprier l'outil. Donc, est-ce que pour vous, pour vos équipes, ça a été difficile de s'approprier cet outil au comptoir? J'y vais. Non, du tout. Alors, la phase de formation, je pense, c'est quand même indispensable. Vraiment, c'est bien d'avoir un outil, mais c'est quand même bien d'avoir la formation en amont. Et la formation était très bien faite avec le monde pharmaceutique. Des formations courtes, hein, on n'est plus habitué aux grosses formations. Maintenant, on voit que le mode de formation des équipes au final a beaucoup changé avec la Covid, avec des formats en fait beaucoup plus courts, notamment sur le midi ou des choses comme ça, et moins en présentiel. Et je pense que ça va rester. Et du coup, une formation en fait sur laquelle on peut même retourner justement si on a besoin d'informations. Donc, une formation en amont, c'est indispensable pour bien utiliser l'outil et savoir où on veut en venir en fait derrière. Et une fois qu'on a eu cette formation pour être à l'aise avec l'outil, au niveau de la technique, on est vraiment habitué. Le seul hic, hein, mais qu'on retrouvera systématiquement, c'est le manque de souplesse de nos LGO finalement, parce qu'on est obligé d'externaliser ce genre d'outils, alors que normalement, ça devrait être intégré dans nos logiciels métiers et qu'on puisse alimenter une fiche patient par rapport à ça. Le seul regret, c'est ça, mais finalement, avec le recours à Internet au comptoir, on a réussi à pallier ça. Tout à fait. Je confirme exactement. D'accord. Toute l'équipe y a été? Oui. Oui, d'accord. Pharmacien comme préparateur. D'accord. C'est important. Oui, c'est important. Et du coup, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu dans les résultats, mais le patient, quand vous alliez vers ce genre de questionnement, vraiment, ça le sécurisait, comme disait François Martial. Ça, c'est un vrai constat. Oui, le patient se sentait pris en charge. Voilà, Oui. on n'était pas un simple logisticien, on était vraiment des professionnels de santé et il y avait l'impression qu'on avait une considération en fait pour sa demande. Voilà, et ça, c'était bien de le formaliser. Et c'est vrai qu'il y a des moments, hein, par l'habitude, par les usages ou des choses comme ça, on peut manquer ce genre de choses. Et ben là, avec une procédure qui était un petit peu standardisée et homogénéisée sur l'équipe officinale, le patient est sorti et reparti. Il a peut-être eu la boîte qu'il avait demandé, mais il y a eu le conseil associé. Il y a l'impression d'avoir été considéré. Et ça, c'est quelque chose qui est important. D'accord. Oui, ça veut dire que l'objectif qu'on a évoqué en début de présentation d'une harmonisation des pratiques, là, dans ce cas-là, il a été atteint complètement. Exactement. Exactement. C'est important que le patient sent qu'au niveau de la pharmacie, telle pharmacie, il est pris en charge, et que ce soit le pharmacien, le préparateur, il est pris en charge et de la même façon. Oui. Et il est donc sécurisé par rapport aux gens qui sont au comptoir. Et ça me semble quand même très important. C'est pour ça qu'il faut que l'ensemble de l'équipe y adhère et soit formé. Et comme le disait Grégory, c'est vrai que les formations qui avaient été réalisées avec le monde pharmaceutique étaient des formations relativement courtes qui permettaient d'être reprises au besoin entre midi et 2, en visio, etc. Très bien. Alors du coup, vous savez, la question à la fin de tous les sondages, je vais vous la poser. Est-ce que vous recommanderiez cet outil à vos confrères? Oui, à 100%. Tout à fait. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement la tête dans le guidon, mais là, ils ont un outil qui permet de sécuriser et ça vaut le coup de prendre quelques temps pour sécuriser de tels conseils que l'on a trop banalisés. On est tellement pris par tout un tas de tâches que j'ai baptisées de covidiennes que c'est bon de pouvoir compter dessus sur un certain nombre de tâches qui sont principales. Hein. Il ne faut pas croire, mais le nombre de gens qui viennent dans nos pharmacies pour des antalgiques de niveau 1 est extrêmement important. D'ailleurs, Sanofi pourrait nous le certifier, c'est vraiment des marchés qui sont extrêmement importants. Et donc, on est en nombre de patients. Il faut vraiment faire sentir aux patients que la pharmacie, elle a son rôle
de professionnels de santé et non pas, comme disait Grégory, uniquement de logisticiens. Du coup, pour conclure sur cette partie-là très rapidement, est-ce que, alors tous les trois, hein, est-ce que on pourrait imaginer la pharmacie de demain avec l'utilisation plus d'outils digitaux? Donc voilà, si vous pouviez tous les trois très rapidement me répondre. Alors, nous, dans les Hauts-de-France, mais c'est valable pour toutes les URPS et dans toutes les régions, en fait, on a une stratégie en fait, numérique en santé, hein, qui est en lien avec les ARS, qui s'inscrit dans une stratégie nationale numérique en fait, en santé et avec certainement des évolutions qui vont être possibles, en fait, des possibilités qui vont être offertes par le Ségur numérique là-dessus. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en lien avec aussi les autres professions. Donc, en effet, il y aura de plus en plus, le numérique aura de plus en plus de place dans nos pratiques, que ça soit à la fois d'aide à la dispensation des médicaments, mais aussi dans le conseil. Nos LGO seront bientôt aussi certifiés, quand normalement ils devraient déjà l'être. Mais en effet, ce genre d'outil colle tout à fait en fait, à ce qu'on attend de nous et ce qu'on attend de nous aussi à l'échelle des territoires avec les structurations en CPTS et le premier recours. Il faut voir à la fois le numérique comme un outil d'accompagnement aux pratiques, mais un outil en fait de coordination. Voilà. Mais je pense qu'en effet, ce genre d'outil nous permettra aussi, en le faisant évoluer aussi, de faire un courrier directement au médecin traitant ou autre d'orientation. Voilà. Donc tout ça, ça concourt à cette stratégie numérique d'amélioration des pratiques et une meilleure coordination. Donc voilà, et ça va se faire progressivement, mais il y aura un coup d'accélérateur qui va bientôt arriver. Tout à fait, je confirme exactement. Hein. Et je crois que dans le rôle de la prise en charge du patient du premier recours, en cas de soins, ce qu'on appelle non programmés, qui sont une des tâches de toutes nos CPTS, le rôle de l'officine est primordial. Mais quand je dis primordial, c'est que c'est vraiment le principe, c'est la porte d'entrée dans le circuit de la prise en charge. Et pour cette porte d'entrée, un tel outil avec la possibilité de tracer, que tu disais Béatrice, est quand même énorme parce que ça permet de pouvoir orienter vers le médecin avec le premier relevé, avec des éléments, avec un résultat de prise de tension qui aurait pu être, etc., de façon à orienter. Et l'orientation réalisée par le pharmacien dépasse là largement le côté des mises à disposition d'un médicament, qui est le fond de l'histoire. Hein. Mais bon, on a besoin de justifier cette délivrance. Alors, Asma, peut-être pour conclure cette petite session. Oui. Alors, rapidement, oui, parce que là, tout a été dit par les deux présidents URPS. Moi, si j'avais effectivement un vœu, ça serait que pour le premier recours, ce soit quelque chose qui se généralise, ce soit quelque chose qu'on facilite et qu'on puisse offrir cette opportunité. Alors, j'ai vu notamment une question sur comment on peut l'obtenir, hein, cet arbre-là. Aujourd'hui, il n'y a que les 2 URPS expérimentatrices qui y ont accès parce qu'on a validé qu'elles avaient fait la formation, qu'il y a eu tout un processus assez cadré. On va le laisser ouvert à ces 2 URPS-là, puisque ça a été aussi la demande. On va se rapprocher de la SFSPO. Exactement. Après, pour pouvoir voir, puisqu'on a un contrat de partenariat avec la SFSPO, pour pouvoir voir la suite, c'est véritablement comment on s'organise pour qu'au niveau national, ça puisse être ouvert, valider toutes ces formations, voir s'il faut passer en direct avec tout le monde ou avec les URPS ou avec les groupements. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser, mais quoi qu'il en soit, c'est un vœu que ce premier recours, on puisse l'accompagner aussi bien dans l'orientation que dans le bon usage et l'accompagnement des traitements, parce que c'est quelque chose qui nous est forcément cher, qu'on puisse l'accompagner plus largement et puis rendre visible en fait tout ce premier recours qui aujourd'hui est pas suffisamment valorisé et toute l'action de l'équipe officinale n'est pas suffisamment valorisée par rapport à ce premier recours que n'importe quel profil de patient utilise au quotidien mais qu'on ne peut pas voir. Donc oui, moi j'appelle de mes voeux qu'on puisse le faire et puis s'il y a d'autres outils qui peuvent aider avec des premiers entretiens, des premières parties d'entretien peut-être sur iPad dans l'officine, mais ça c'est vraiment la mobilisation des URPS avec la stratégie numérique qui va faire que peut-être on ira plus vite. Et je l'espère. Voilà, j'espère. Et en tout cas, on répondra toujours présent pour ce type d'initiative.
Alors, il y a beaucoup de questions, mais on va passer, peut-être si on a un peu plus de temps après, on y répondra. Pour finir quand même sur cette expérimentation, la volonté de la SFSPO, c'est que ce ne soit pas un one-shot. Forcément, il y aura une suite, donc on va voir comment effectivement on peut continuer et éventuellement généraliser ou mettre à disposition cet arbre, mais ça, on va dire, c'est dans une phase ultérieure. L'autre point, merci à tous les trois, et l'autre point aussi qui a été souligné par Grégory au moment de sa présentation, c'est que finalement, il y a eu un financement ARS pour un projet premier recours, médication officinale, outil digital. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on va voir avec le deuxième projet qui va être présenté que les pouvoirs publics s'intéressent et finalement reconnaissent le rôle prépondérant du pharmacien et des équipes officinales dans le premier recours. Et là, je donne la parole à Martine Costédoat. Je rappelle qu'elle est directrice générale donc, de Pharmasystème Qualité, qui va nous parler de cet article 51. La SFSPO, d'ailleurs, est partenaire de ce projet-là. Donc, Martine, je te laisse la parole. Tu as 15 minutes pour nous parler de ce projet, puis après, on pourra là aussi répondre aux questions qui vont être posées. Oui, très bien, je te remercie. Bien, bonne soirée. Alors, par contre, je ne vois pas les diapos, Marie-Hélène. Est-ce que tu m'as mis les diapos? Voilà, très bien, parfait. Très bien. Donc oui, Martine Costédoat, donc je suis effectivement directrice générale de Pharmasystème Qualité. En 2 mots, Pharmasystème Qualité accompagne les pharmacies à des démarches qualité et notamment à la certification ISO 9000 QMS Pharma. Donc aujourd'hui, nous avons 2700 pharmacies qui sont engagées avec nous et certifiées ISO 9000 QMS Pharma. C'est-à-dire que nous suivons, enfin nous existons depuis 2009 et donc nous sommes en plein dans les orientations qui sont données par l'Ordre des pharmaciens que toutes les pharmacies rentrent dans des démarches qualité. Nous apportons un accompagnement à la certification qui est un peu plus poussé, mais l'objectif, c'est d'entraîner toute la profession sur la démarche. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, effectivement, nous avons répondu à un appel à projet qui a émané de l'ARS Bretagne et nous avons proposé une expérimentation dans le cadre de l'article 51. Donc, l'article 51, c'est une structure qui va permettre de financer et d'accompagner des projets innovants dans le domaine de la santé. Et nous avons proposé une transposition du Netcare qui existait en Suisse. Et nous avons proposé un projet qui s'appelle OSIS, Orientation dans le système de soins, qui a pour objet de valoriser le premier recours à l'officine et notamment dans les zones de désertification médicale. Donc en Bretagne, il y a effectivement des zones de désertification médicale importantes et l'ARS Bretagne a été très intéressée par cette idée. Donc nous avons son soutien et les fonds FIR effectivement qui ont aussi accompagné cet article 51 et une particularité, enfin ce qui était notre grand sujet, c'était d'être accompagné par les médecins. Donc en fait le projet il a été accompagné par l'URPS Médecins Libéraux de Bretagne et par l'URPS Pharmaciens. Et puis, bien sûr, il y avait un membre du CNOP dans notre comité de pilotage et la SFSPO qui nous a apporté son soutien depuis le début. Donc, vous avez à gauche de la diapo eh bien, le thème en fait de OSIS qui est « Passez-vous le mot pour les petits mots ». Ça, c'est une affiche qui est à disposition des officines expérimentatrices. Il y a 50 officines qui vont expérimenter OSIS. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, 2 mots sur les articles 51. En fait, les articles 51, ce sont des projets, c'est une innovation qui a été lancée. Ce sont des projets d'expérimentation et qui dépendent du ministère de la Santé. Alors, juste pour information, il y a eu environ 800 projets d'articles 51 qui ont été déposés en 2019-2020. Sur ces 800 projets, en 2020, seuls 70 avaient été validés. Et parmi ces 70, seuls 8 concernaient des pharmaciens. Donc, beaucoup d'articles 51 concernent l'exercice pluriprofessionnel, médecins infirmières ou les réseaux ville-hôpital, etc. Donc, nous, on a eu la chance d'être acceptés. Donc, le 19 février 2021, on a eu notre arrêté qui nous permettait, avec OSIS, dont le but est de lutter contre la désertification médicale. Alors, 2 mots sur les caractéristiques de l'article 51. Le financement, eh bien, nous avons effectivement des fonds aussi de financement qui sont des fonds FIR
tout ce qui est accompagnement et conduite du projet est payé sur un fonds FIR, donc par l'ARS Bretagne. Et puis nous avons demandé donc une indemnisation du pharmacien pour chaque situation de triage effectuée. Et nous avons un financement FIF donc, qui est donné par la CNAM sur chaque situation de triage effectuée par les pharmaciens. La gouvernance et le projet, en fait, donc nous sommes PHSQ et porteurs du projet, donc c'est nous qui avons réalisé le cahier des charges. Et après, ce cahier des charges a été soumis au comité technique innovation santé qui dépend du ministère de la Santé. Et c'est eux qui nous ont donné l'accord pour lancer l'expérimentation. Et une fois qu'on a eu l'accord, l'arrêté a été publié par l'ARS Bretagne. Le projet il se déroule sur 2 ans, en 2 phases d'une année. L'objectif est d'arriver en phase 1 à 7500 situations de triage avec 50 pharmacies sur 13 pathologies entre guillemets de conseil donc, qui ont été identifiées. La caractéristique de l'article 51, c'est de demander des dérogations. Donc on est dans des expérimentations et on a des autorisations de déroger au commun, donc aux règles communes. Et nous, en fait, nous avons demandé 3 dérogations. La première, donc, c'est une modification de l'organisation de l'offre de soins en mettant le pharmacien d'officine comme premier accès dans le parcours de soins, avec une communication et le patient est encouragé à se présenter à l'officine en première intention. Nous avons demandé donc une dérogation aux règles de financement puisque nous avons cette indemnisation du triage effectué par le pharmacien. Et nous avons demandé une dérogation de délégation de tâches puisque parmi les situations de triage expérimentées, nous avons le traitement de la piqûre de tique. Et donc, nous avons demandé la dérogation que le pharmacien ait le droit d'enlever la tique quand un patient se présente au comptoir avec une tique, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Il était dans une situation un peu bâtarde où il vendait un tire-tique et puis il regardait le patient enlever la tique. Donc, le CTIS nous a autorisé, dans le cadre de l'expérimentation, à autoriser le pharmacien à enlever la tique. Et après, à effectuer un suivi rigoureux de la piqûre de tique. Donc, nous avons une évaluation qui est faite par l'adresse. Donc, les indicateurs sont posés, ils sont intégrés dans le cahier des charges. L'hypothèse des articles 51 est toujours de montrer l'efficience du projet et éventuellement son extension au niveau national. Voilà les points importants. Donc, le cahier des charges, il est déposé et il est accessible à tous sur le site du ministère de la Santé dans le chapitre article 51. Alors, c'est un projet qui a demandé beaucoup de temps à être monté parce que, on est aussi tombé en plein Covid, hein, donc on a perdu presque 1 an de décision au niveau du CTIS. Mais maintenant, ça y est, on est lancé. Mais voilà, notre planning, il a été un peu décalé à cause du délai d'obtention et de l'autorisation de l'expérimentation. La pause suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, voilà, nous sommes donc partis sur 13 situations de triage qui vont concerner alors, vraiment les pathologies de conseil qui sont les plus courantes à l'officine. Donc, on a la brûlure mictionnelle, la vulvovaginite, les brûlures et les plaies simples. Digestif, c'est la dyspepsie, les diarrhées, les constipations, les pharyngites, les lombalgies, la piqûre de tique, les rhinites, les conjonctivites et les céphalées. Donc, ces 13 situations sont prises en charge, alors aussi à l'aide d'arbres décisionnels que nous avons construits. Et dans la construction des arbres décisionnels, nous avons intégré des duos médecins-pharmaciens et les arbres décisionnels ont été intégrés au cahier des charges et acceptés par le CTIS. Donc, ce que vous avez à l'écran ici, c'est une plaquette de présentation. Les pharmaciens ont pour expérimentateurs pour objet d'aller contacter les médecins de leur environnement et de communiquer auprès d'eux sur l'expérimentation OSIS qui repose en majeure partie sur la bonne compréhension du projet par les médecins généralistes quand ils existent, quand ils sont là, et la confiance qu'ils vont avoir dans le résultat du triage quand le pharmacien va orienter le patient vers la consultation médicale. Donc, en fait, diapo suivante, s'il te plaît. Les objectifs de l'expérimentation sont donc d'améliorer le service patient en facilitant l'accès aux soins de premier recours dans les soins non programmés et notamment dans les situations où l'accès à un médecin généraliste est compliqué, difficile,
voire inexistant, comme ça peut arriver dans certaines régions de Bretagne. Et puis de réduire l'engorgement des urgences et de limiter effectivement les consultations inadaptées, ce qu'on appelle le petit risque. Un autre objet, eh bien, c'est effectivement de sécuriser et d'harmoniser, hein, c'est comme le projet Céphalée, d'harmoniser la prise en charge au niveau de la pharmacie, d'harmoniser et de sécuriser l'automédication, de contrôler l'automédication par les pharmaciens, d'évaluer l'efficacité du recours aux pharmaciens, donc l'efficience en fait de ce nouveau parcours de soins, et de créer une base de recueil de données et de suivi des triages qui va être après analysé avec les indicateurs et donner l'évaluation globale, article 51, qui est obligatoire. Diapo suivante. Alors donc, transposition de l'expérience suisse Netcare qui avait donné d'excellents résultats et qui maintenant est passé dans la pratique suisse. Le but, c'est que quand le patient arrive au comptoir, il est pris en charge. Alors là, la petite différence qu'il y a effectivement avec le projet SFSPO, c'est que nous avons une prise en charge en espace confidentiel par des pharmaciens. Donc le but est de valoriser en fait l'action du pharmacien dans le cadre de ce premier recours. Et donc seuls les pharmaciens, pour le moment, sont formés et prennent en charge la situation de triage d'OSIS. Donc, il y a une prise en charge, il y a une interrogation, d'abord un questionnaire comme un conseil traditionnel, et puis après, utilisation donc d'un arbre décisionnel qui va identifier les situations à risque et qui va aider le pharmacien à sécuriser en fait le choix de son triage. Il va avoir 3 solutions. Il prend en charge au niveau du conseil à l'officine, et après, il a la liberté, bien sûr, de conseiller les produits qu'il souhaite. Il oriente vers le médecin, donc ça peut être soit une consultation physique qui peut être facilitée par le fait que le patient va repartir avec un petit dossier contenant les résultats du triage. Donc le pharmacien qui a été informé de l'expérimentation sait que si le patient vient de la part du pharmacien avec son dossier, eh bien c'est que vraiment il a besoin de la consultation médicale. Et autre possibilité, en Bretagne se développe également aussi avec les CGS e-santé, des propositions de téléconsultation. Donc, on a intégré dans l'expérimentation la téléconsultation quand l'accès au médecin n'est pas possible, ou alors l'orientation directe vers les urgences. Alors bon, le Netcare suisse on est à peu près dans les mêmes chiffres que vous, donc 76% des situations conduisent à la prise en charge par la pharmacie. 17% confient à une consultation médicale, 5% éventuellement à une téléconsultation et 2% vers les urgences. Donc, l'arbre décisionnel, eh bien, vous l'avez à gauche, hein, donc vous avez 13 situations, un outil numérique dédié qui a été réalisé par un prestataire qui est habitué à gérer, qui a travaillé sur les entretiens pharmaceutiques, donc qui sait bien gérer ce type d'outils. Et donc, nous avons démarré, alors, diapo suivante, nous avons démarré donc, le processus de triage. Donc, le patient se présente au comptoir, on lui propose la prise en charge dans le cadre de l'expérimentation OSIS. Dans un premier temps, le pharmacien fait un questionnaire libre pour la prise en charge, parce que nous ne voulons pas effectivement que la prise en charge du patient soit uniquement liée à l'utilisation de l'arbre décisionnel. Donc, il y a une première phase qui est la phase de discussion, dialogue, comme le fait le pharmacien habituellement. Puis, il y a mise en œuvre de l'arbre décisionnel et orientation selon alors, les red flags ou l'arbre décisionnel dit au pharmacien ce qu'il doit faire. Et à la sortie de cette situation de triage, le patient repart avec un compte rendu. Donc, ce compte rendu, il peut être soit remis au patient pour but de le donner à son médecin généraliste, soit envoyé directement par messagerie sécurisée avec l'accord du patient au médecin, son médecin généraliste. Il faut voir qu'en Bretagne, on a dans les situations de situations difficiles d'accès au médecin, toutes les zones côtières qui sont des zones très touristiques, et où là, on n'est plus du tout dans le cadre du médecin généraliste habituel, c'est-à-dire que ce sont des patients qui viennent à l'officine et qui n'ont pas de médecin généraliste habituel sur place. Donc, il y a un moyen quand même pour aider le médecin généraliste à prendre connaissance, peut-être par messagerie sécurisée plus tard, de la situation qui a été triée. Et caractéristique aussi d'OSIS, le pharmacien rappelle le patient
entre J+1 et J+3 pour voir eh bien, s'il a bien suivi le conseil qu'on lui a donné, comment ça va, etc. Disons on assure un suivi de l'adaptation du patient à la situation qui a été proposée par le pharmacien. Donc la diapo suivante, c'est la carte en fait. Alors donc nous avons 50 pharmacies expérimentatrices qui se sont exprimées par rapport à un appel à manifestation d'intérêt qui est passé par l'URPS pharmacien de Bretagne. Et donc ces pharmacies sont réparties, enfin elles ont été sollicitées sur les zones identifiées par l'ARS selon la démographie médicale qui était sortie fin décembre 2020. Donc, en fait, on a plus de 65% des officines qui se trouvent dans des zones d'intervention prioritaire ou dans des zones d'accompagnement régional. C'est une nouvelle structure, une nouvelle identification des pharmacies, des zones dans lesquelles il y a vraiment un besoin. Et puis après, on a des zones de vigilance et après des zones d'action complémentaire. On a quand même voulu mettre des villes, par exemple, comme Brest, qui ne sont pas vraiment en désertification médicale, mais qui sont en zone de vigilance. Et c'était intéressant de sortir aussi du profil de la pharmacie rurale. Donc, en fait, le panel des 50 pharmacies, il repose sur toutes les typologies. Voilà. Donc, les pharmaciens sont formés. Alors, nous avons organisé une journée présentielle de formation et la formation se fait en duo par un médecin et un pharmacien. Et c'est très intéressant parce que le médecin prend en charge eh bien, toute l'explication de ce qu'on appelle les red flags et les risques en fait au niveau de la prise en charge. Donc on reste complètement dans le domaine de compétences du pharmacien puisque la mission de premier recours, c'est une des missions obligatoires de la loi HPST. Donc il ne sort pas de son champ de compétences. Mais le dialogue avec un médecin, on a fait une première journée de formation en juin, a été très intéressant. Pour la bonne connaissance en fait du vécu et du quotidien de ces deux professionnels de santé. Et on s'est aperçu qu'il y avait à la fois des incompréhensions et des découvertes entre les deux qui ont justifié en fait ce côté interpro qui est très important dans le projet OSIS. Et voilà. Donc, alors, on a commencé donc à former 5 pharmacies pilotes, donc parce qu'on a décidé pour tout tester de travailler d'abord avec 5 pharmacies pilotes. On voulait travailler avec ces pharmacies pilotes pendant 2 mois, mais on s'est trouvé début juillet à démarrer et là, sont tombés sur le dos des pharmaciens tout ce que vous avez tous connu sur la situation sanitaire dégradée. Et du coup, on a décalé notre période pilote et on va la prolonger de 2 mois jusqu'à fin novembre. Donc, diapo suivante, je vais passer un peu vite pour ne pas vous faire passer trop de temps. Donc, 2 mots sur les indicateurs. Donc, dans le cahier des charges, nous avons des indicateurs qui nous ont été à la fois imposés et validés par le comité technique article 51. Et donc, on retrouve, je regardais les diapos, on retrouve à peu près les mêmes besoins, les mêmes indicateurs et les mêmes évaluations que celles qu'on a pu mettre en place au niveau des céphalées. Et on a une évaluation par l'adresse. Donc, évaluation en mi-parcours à phase 1 qui se fait en 1 an et une autre évaluation à la fin, l'expérimentation est sur 2 ans. Et enfin, la dernière diapo. Voilà, donc juste quelques retours de rétexte, donc des premiers triages qui ont été effectués. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on va fonctionner et quels résultats, j'espère, on pourra vous donner au prochain congrès l'année prochaine. De façon un peu étonnante, on a eu en Bretagne une majeure partie des situations de triage qui se sont faites sur les piqûres de tiques. Alors ensuite, les premiers, c'était les brûlures mictionnelles, c'était les conjonctivites, les pharyngites. Et nous, on a eu une grosse demande sur les piqûres de tiques. Et après, bon, les douleurs pharyngées, il y a sans doute des questions de saisonnalité qui sont importantes. Très bon retour des patients, aucun problème avec les médecins généralistes de l'environnement, donc c'est quand même un vrai challenge. Les pharmaciens sont partis avec les outils de communication et puis ils sont allés un peu prêcher à droite à gauche. Si besoin, l'URPS médecin va organiser, on va faire des petites soirées si nécessaire pour bien expliquer le projet quand on va passer à la phase de l'expérimentation proprement dite. On a eu un médecin qui a remercié chaleureusement un pharmacien parce que le patient qui lui a été dirigé, il avait vraiment besoin de sa consultation médicale et le dossier qui lui a été fourni lui a permis de faire un diagnostic facilité et c'était très bien.
Mais la période a été compliquée, donc au niveau disponibilité des pharmaciens. Et puis, juste une petite question qu'on a demandé comme ça aux patients. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en pharmacie? Alors, 36% des réponses, le médecin n'était pas disponible, la consultation était trop lointaine, etc. Et puis d'autres, le patient qui estime que la situation est totalement gérable par la pharmacie et qu'il a l'habitude d'aller en pharmacie. Ce que je trouve très intéressant aussi pour valoriser la place de pharmacien dans le premier recours. C'est dans l'esprit des patients, souvent le premier recours, c'est la pharmacie. Et enfin, la dernière diapo, très vite, eh bien, c'est le planning. Donc là, nous en sommes dans la phase. Alors, nous avons démarré notre phase pilote et nous sommes en train de déployer la formation des pharmaciens. Donc là, nous organisons des formations présentielles obligatoires pour au moins une personne dans la pharmacie. Et après, nous aurons des vidéoconférences, des webconférences pour aider à la formation de tout le monde. Voilà aussi, donc pour le moment on démarre juste, hein, mais c'est un beau challenge et c'est un projet qui nous intéresse et on a vraiment un soutien actif et fort de l'ARS Bretagne qui nous a reçus en juillet et qui nous a vraiment apporté son soutien. Voilà, merci Béatrice de m'avoir laissé ce petit moment de présentation. Non, mais c'était important voilà, qu'on se rende compte aussi que, comme on le disait, hein, les pouvoirs publics s'intéressent aussi à ce premier recours et puis à toute cette expérimentation des financements publics. Et puis, ça montre dans tout ce que tu as dit et ce qu'on a vu précédemment que finalement, l'exercice coordonné, même dans le premier recours, même dans la médication officinale, est un facteur clé de réussite dans la prise en charge des patients et de satisfaction pour toutes les parties. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir des deux expérimentations, des deux projets. Après, moi, j'ai une question peut-être plus pratico-pratique parce que j'imagine le patient repartir avec son dossier papier. Est-ce que vous n'avez pas envisagé un outil numérique autre que la messagerie sécurisée pour communiquer avec le médecin généraliste, certes, mais on pourrait imaginer d'autres professionnels de santé qui interviennent autour du patient et qui seraient tout aussi intéressés d'avoir ce retour. Oui, alors on a imaginé ça parce qu'on travaille donc avec CGS e-santé et en Bretagne, ils ont mis en place un outil qui s'appelle Globule et qui est un outil de suivi des patients. Mais qui s'adresse plus. Alors, on a beaucoup discuté avec Christian Rioux qui nous a bien aidés et on a dit que Globule n'était pas adapté à la situation d'OSIS parce que c'est plutôt un suivi des patients chroniques avec des professionnels de santé autour d'un patient chronique. Donc, le patient, il est connu et les professionnels de santé sont autour de ce patient connu. Donc, nous, le problème avec OSIS qu'on essaye d'aborder, c'est le client de passage qui n'est pas spécialement connu dans l'officine, qui va avoir une prise en charge et comment, quand on l'oriente vers le médecin, montrer au médecin que déjà, le pharmacien qui envoie au médecin, c'est en connaissance de cause. Donc, on a la messagerie sécurisée et puis, mais je suis d'accord avec toi, le dossier papier peut être un peu long. On a fait un test et c'est vrai que quelqu'un nous a dit, oh là là, mais ça fait long à lire pour un médecin, il n'aura pas le temps, etc. Oui. Nous, ce qu'on cherche, c'est à faciliter effectivement l'adhésion du médecin au triage du pharmacien et c'est open. Hein. L'expérimentation, elle est faite pour ça et notamment les pilotes. Si on a des retours des pilotes, on se dirait on va peut-être chercher autre chose. Voilà. Mais effectivement, il faut trouver la meilleure solution pour donner la bonne information, ce qui a vraiment été essentiel pour que le pharmacien prenne la décision et que ça arrive rapidement avec le consentement du patient au médecin. Il y a aussi des patients qui n'ont pas envie qu'on dise à leur médecin, ils vont à la pharmacie, ils ne vont pas chez le médecin, ils n'ont pas obligatoirement envie que leur médecin généraliste soit au courant de ce qu'ils ont dit. Hein. Les pharmaciens, on connaît ça de tout temps. On dit souvent à son pharmacien beaucoup de choses qu'on ne dit pas à son médecin. Donc, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions à Martine, Grégory, François ou Asma sur cette expérimentation, sur ce projet?
Plein de questions parce que c'est très intéressant, mais pardon. Donc, c'est vrai que la numérisation du parcours, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être majeur. Moi, je trouve cette expérience très intéressante aussi pour le coup d'après. On sait qu'on a les protocoles en fait, validés par l'HAS en fait, qui sont appliqués dans le cadre d'un exercice coordonné, mais aussi d'autres protocoles locaux qui pourraient aussi être adaptés par la suite. Et là, franchement, cette expérimentation-là, franchement, vous avez un coup d'avance. Je vous dis bravo parce que ce n'est pas évident dans les relations avec… non, mais moi qui suis au quotidien sur ces sujets-là, on voit bien que les relations avec les médecins sont très tendues sur l'application des protocoles, dans l'exercice coordonné et autres. Et je pense que là, le fait d'avoir un territoire d'expérimentation où vous avez à la fois les médecins, les pharmaciens et le soutien de l'ARS, je pense que ce que vous allez faire en Bretagne, ça va nous être grandement utile, nous, dans les autres régions. Et je pense notamment aux 13 protocoles que vous avez qui pourront être repris au niveau national et pourquoi pas dupliquer. C'est tout l'intérêt de l'article 51. Et après, un truc forcément de vieux syndicalistes, quelle est la rémunération du pharmacien là-dedans? De toute façon, elle est connue, elle est dans le cahier des charges. Donc, en fait, nous avons demandé 15 € pour le pharmacien pour chaque… Alors, on est en expérimentation. Donc, 15 € pour le pharmacien pour chaque situation de triage. Après de longues et âpres négociations avec la CNAM, on a en fait 10 € de part fixe et 5 € qui ont été évalués comme part variable, avec de toute façon l'assurance que la part variable serait fixe au moins dans la première année, donc dans la phase 1, et qu'après, par contre, nous, on enregistre de façon très précise le temps passé, parce qu'il y a un compteur qui se met en route avec la plateforme, l'outil numérique, et on va savoir exactement combien de temps passe le pharmacien. Il y a quand même le rappel qui prend aussi un petit peu de temps. Donc voilà, on a estimé au temps passé, en gros, 1 € par minute, on a estimé à 15 minutes, ce qui n'est pas du tout surévalué. Et on va voir, mais là, c'est suivi de très près. C'est suivi de très près. Et nous, on n'est pas du tout dans une rémunération, on a juste demandé une indemnisation du temps passé pour les situations de triage. Pour le moment, on en est là et ça fait partie et ça a été accepté par la CNAM. En fait, les pharmaciens sont payés directement par la CNAM. On a un outil qui permet de faire la synthèse des situations de triage, ils les envoient et la CNAM les paye directement. Voilà. Donc, c'est un petit peu différent, mais nous, on a joué le jeu, on a voulu jouer le jeu de l'institutionnel parce que l'opportunité était que j'habite en Bretagne et que l'ARS Bretagne a été tentée par ce sujet, quoi. Donc, on est parti là-dessus, quoi. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres expérimentations qui se font un peu en dehors de ce champ. C'est un peu lourd, l'article 51, c'est un peu long. Par contre, on est très bien accompagnés. Moi, je trouve qu'ils sont très bien, ce service au ministère est très bien et ils sont novateurs et ils sont ouverts à l'expérimentation. Il y a des idées novatrices. Et on va voir, on fera le bilan, on va voir ce qu'il en est. Mais ne serait-ce que la piqûre d'éthique, moi, dans le comité de pilotage, les 3 pharmaciens avaient vraiment envie de s'y mettre, ils trouvaient que la situation n'était pas bonne. Et si ça se trouve, on va, ne serait-ce que là-dessus, arriver à montrer que le pharmacien est un interlocuteur privilégié pour face à tous ces gens qui vont pas quand même aller aux urgences parce qu'ils ont une éthique après être baladés en… Voilà. On essaye. Je vous remercie en tout cas de votre accueil. C'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait effectivement, comme c'est dit dans le chat, une extension nationale d'un si beau projet. Ça, c'est sûr, on a envie de ça. Merci à Merci tous. Arthur. Et peut-être finir sur un point, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'outil digitalisé, et c'est vrai que certains ont envie de l'utiliser. On a oublié une étape qui est aussi importante, et merci Asma de me l'avoir rappelé, c'est qu'il faut savoir qu'il va y avoir une publication internationale très prochaine des résultats de cette expérimentation. Et là aussi, c'est quelque chose que la SFSPO porte, d'essayer de publier dès qu'on fait des choses, parce que c'est quelque chose que ne font pas les pharmaciens d'officine. Et vous savez, je ne sais plus qui disait, mais une profession médicale n'existe que si elle fait sa propre recherche. Donc, je crois qu'il est temps de s'y mettre et qu'il faut que, voilà, qu'on prenne en main notre destin et qu'on montre que nous sommes une profession médicale et qu'il faut maintenant qu'on arrive à publier toutes ces richesses qu'on produit au quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien. Après, voilà, ça va passer par le biais d'expérimentations comme ça, un peu cadrées, mais je crois qu'il faut aussi publier, et ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient beaucoup à la SFSPO. Voilà. Merci à tous.
Rejoignez la SFSPO si vous voulez participer à toutes ces belles expérimentations. Et puis, le congrès continue puisque nous, on se retrouve demain pour des ateliers très intéressants. Et vous verrez, on abordera aussi la semaine prochaine, sous une autre forme, le sujet de la médication officinale. Bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.